Difficultés financières, baisse du niveau de vie, impossibilité A. Aujourd'hui, on va parler de précarité. Et qui de mieux comme acteur pour en parler que des acteurs qui œuvrent sur le territoire et qui vont nous en parler. Donc du coup, bonjour Jean-Paul Buchillier. Donc vous êtes le président des Jardins de Cocagne, du coup à Mâcon, à Charnay. Alors oui, on est basé sur Charnay-les-Mâcons, sur des terrains qui appartiennent à la ville de Mâcon, dont la ville de Mâcon est donc propriétaire. D'accord, très bien. Et donc Sandrine Goria, donc accompagnatrice socio-professionnelle. Voilà. Alors, comment on peut décrire cette activité-là? Alors moi, mon travail au sein des jardins, ça va être d'accompagner les salariés en insertion, à la fois sur le volet social et sur le volet professionnel. Voilà. Donc tous les deux, vous êtes des Jardins de Cocagne. Voilà. Ça fait un peu plus de combien de temps que vous êtes dans Alors les statuts des Jardins de Cocagne ont été déposés en avril 1997. Nous sommes en avril 2022, donc si je sais bien compter, 25 ans. Donc on est vraiment majeur. Okay. Donc cette association maintenant, elle est reconnue, elle est utile et voilà, et on ne demande que à la faire perdurer. Voilà. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, Lambda, c'est l'objectif, c'est de donner la parole en fait à monsieur et madame tout le monde, non pas pour dire que vous n'êtes personne, mais au contraire que tout le monde est quelqu'un. Du coup, on va regarder un petit programme que nous avons tourné en début d'année et générique. Pour ce premier numéro, la problématique retenue est la précarité. Oui, mais la précarité, qu'est-ce que c'est? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre des Mâconnais pour leur demander. Grosse question. C'est une précarité, c'est là où on habite, c'est le salaire qu'on peut avoir, c'est si on a du travail ou pas. Alors pour moi, une situation précaire, c'est de devoir se poser la question avant d'acheter quelque chose qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Au moment où la personne n'a pas un travail. Selon moi, c'est une personne qui travaille et malgré son travail et le salaire qu'elle gagne, elle galère à la fin du mois dans le sens où elle va payer tout ce qui est loyer, charges, etc. Et qu'à la fin, elle a du mal à pas être dans le rouge. Quand il a du mal à payer toutes ses factures, de quoi pouvoir manger, se nourrir, s'habiller correctement. Nous l'avons constaté, ce mot est associé à d'autres mots-clés que sont le travail, les difficultés financières, sociales, relationnelles, le présent et l'avenir incertain, l'impossibilité à. Selon l'Observatoire des inégalités, les méthodes et les indicateurs varient considérablement pour donner une définition simple et non réductrice de la précarité. Pour autant, il est possible de s'accorder sur les causes. Emploi instable ou inexistant, lieu de vie instable ou insalubre, vie sociale, professionnelle, familiale ou relationnelle instable. Lors du congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui s'est tenu début janvier 2022, le sondage IFOP de décembre 21 a été communiqué. Il en ressort que 1 Français sur 2 craint de tomber un jour dans la précarité. Ce taux monte à 69% pour les 18 à 24 ans et 60% pour les 50 à 64 ans. Le président de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, indique: durant la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont évité l'explosion, mais en réalité, cette situation s'enracine dans le pays. En 2022, l'INSEE estime que 12 millions de personnes, soit 18,4% de la population, vit sous le seuil de pauvreté en France. Seuil établi à 1 102 € de revenus mensuels disponibles. Toujours d'après les statistiques de l'INSEE, pour l'arrondissement de Mâcon, le taux de pauvreté s'élève à 12% de la population totale, mais avec des différences considérables selon les âges. 19% pour les moins de 30 ans, 17% pour la tranche des 30 à 39 ans, 16% pour les 40 à 49 ans. Des solutions pour remonter la pente, il en existe. Nous vous proposons de rencontrer 3 structures implantées localement qui abordent sous divers angles la question de la précarité. Elles interviennent et œuvrent chaque jour pour briser cette chaîne, ses multiples aspects et apporter des solutions stables et pérennes. La première, Gamelle Pleine, pourrait se résumer ainsi. 6 pattes pour tenir debout. Un binôme complice et inséparable entre l'humain et l'animal. Cette association aide les personnes en situation de précarité en passant par leur animal. Elle prend en charge une partie des soins des animaux, comme les vaccinations et les opérations. Les gamelles pleines en quelques chiffres. Une dizaine de bénévoles, 2021,
C'est 75 bénéficiaires aidés et 4 600 € de frais vétérinaires. Gamelle Pleine Mâcon a été créée en décembre 2019. C'est une association qui vient en aide aux animaux des personnes en situation de précarité. Alors, le public que nous touchons, ce sont des personnes en situation de précarité, des sans domicile fixe, des personnes qui touchent le RSA, des personnes retraitées également. Je me suis lancé dans ce projet pour venir en aide aux personnes, car une situation peut vite dégénérer et peut devenir très compliquée avec des animaux. Alors moi personnellement ça m'apporte beaucoup humainement, déjà parce que je suis très touchée par nos binômes, par leur histoire, et puis parce que j'ai ce besoin d'aider les autres. Être bénévole à Gamelle Pleine, c'est participer aux maraudes, donc soit volantes, soit fixes, aux collectes dans nos réseaux partenaires. Pour l'année 2021, c'est 75 bénéficiaires aidés. C'est 4 600 € de frais véto, donc identification, vaccination, opération. Notre grand projet pour 2022, ce serait d'acheter un véhicule afin d'étendre nos actions autour de Mâcon, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bénéficiaires aussi en dehors de Mâcon. Découvrons dans ce deuxième reportage les Petites Cantines. Cette association est présente dans de nombreuses villes et nouvellement sur Mâcon. Un repas et bien plus encore. Les Petites Cantines est une association qui lutte contre la solitude en passant par la préparation et la dégustation de repas. Les Petites Cantines ont quelques chiffres. Une vingtaine de bénévoles, 77 adhérents, une cantine éphémère par mois, 10 personnes viennent cuisiner en amont et 30 personnes viennent manger et donner un coup de main. Nous sommes l'association des Petites Cantines Mâcon. Une petite cantine, c'est en fait une cuisine ouverte sur le quartier qui est là pour fédérer du lien entre les habitants du quartier et les habitants de Mâcon. Aujourd'hui, on a 70-80 adhérents. On organise une petite cantine éphémère par mois. Cette contribution libre permet une ouverture à tous et c'est un point qui est positif lors des cantines éphémères, c'est qu'on peut attirer tout type de personnes, des personnes qui sont en précarité relationnelle, mais aussi qui peuvent être en précarité sociale, tous les âges, toutes les classes socio-professionnelles. Et finalement, se mettre autour d'une table et partager un repas, et ça favorise les échanges. Dans les petites cantines, on s'inscrit dans une démarche bioéthique en termes de nourriture. Donc, ce sera de la nourriture bio. Donc, on fonctionne avec des partenaires locaux. Sur les besoins qu'on peut avoir aujourd'hui, alors effectivement, il y a des besoins financiers. On a trouvé un local sur lequel on peut se projeter d'ici juin 2022. Mais pour ça, il faut de l'argent. Donc on est en recherche permanente de financement, que ce soit des demandes de subventions, mais aussi des financeurs privés. Mais ce qu'il nous faudrait aussi peut-être, c'est pouvoir construire un réseau un peu plus large avec d'autres associations du territoire mâconnais. On va continuer à organiser donc des cantines éphémères dans différentes salles de la ville, au moins jusqu'à ce qu'on ait notre local fixe, où là on pourra accueillir de façon quotidienne ou presque des convives qui souhaitent venir partager un repas aux petites cantines. Le dernier document présente Habitat et Humanisme. Insertion et réinsertion, car tout à chacun peut basculer dans la précarité. Cette structure a pour but d'aider les personnes en situation de précarité par le biais du logement. Habitat et Humanisme en quelques chiffres. 53 associations locales, 100 bénévoles sur le département, 179 logements sur la Saône-et-Loire, dont 25 sur Mâcon, 3 entités, logement, hébergement d'urgence et soins, une commission par entité et par mois. Habitat Humaniste Saône-et-Loire est une association qui a été créée il y a 25 ans, en 1995. Notre but, c'est de loger des personnes qui sont en fragilité. Et ce que l'on fait également, parce que d'autres font du logement social, c'est que nous faisons de l'accompagnement. Le plus étant d'aider ces personnes-là, non pas à avoir qu'un logement, mais avoir le petit plus qui va leur permettre de s'insérer, de s'intégrer dans la société. La personne en fragilité, c'est qui? Eh bien, c'est malheureusement tout à chacun, à un moment donné de sa vie, qui peut se trouver dans ce processus de fragilité. Vous avez un travail, vous le perdez, une maladie qui vient ou l'inverse. Chaque personne qu'on arrive à loger, chaque personne que l'on arrive à aider, puisque essentiellement, chez Habitat Humanisme, c'est non seulement loger, mais c'est aussi aider
à vivre, à retrouver ses repères. Heureusement, il y a des réussites et on y arrive, et ça, c'est réconfortant. Donc, il y a trois antennes. Il y a une antenne logement, et puis notre expérience nous a amené à créer 2 autres entités. Une entité hébergement d'urgence, et puis une entité habitat humanisme soins, qui nous permet de pouvoir travailler sur la création, la mise en fonctionnement d'EHPAD. Voilà, donc nous l'avons vu sur ces premières images. On a rencontré du coup 3 structures sur Mâcon qui offrent en tout cas une aide pour des personnes en situation de précarité. Du coup, est-ce que je peux vous laisser vous présenter succinctement individuellement? Sandrine, à vous. Merci. Donc, Sandrine Goria, je suis donc accompagnatrice socio-professionnelle au Jardin depuis septembre 2018. Moi, je travaille avec les salariés en insertion, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois sur le volet social, à la fois sur le volet professionnel. Mon travail au sein des Jardins, c'est de permettre aux personnes de retrouver un emploi vers le secteur marchand de façon pérenne. Alors soit directement, soit en passant par une formation qualifiante quand c'est nécessaire. Si je parle du volet social, c'est que on parle de la précarité, que les personnes qui arrivent au sein des Jardins ont parfois un certain nombre de difficultés sociales qui peuvent freiner un retour vers l'emploi, ou en tout cas le rendre plus fragile, ce retour vers l'emploi. Donc je ne suis pas assistante sociale, ça j'aime à le dire. Par contre, on travaille avec les assistants sociaux du département, de la ville de Mâcon, tout ce qu'on peut solliciter comme partenaire pour permettre de solutionner ou en tout cas de mettre en place des relais vers les difficultés que nos salariés en insertion peuvent rencontrer. Et puis sur le projet professionnel, pareil, alors je ne suis pas conseillère Pôle emploi, je vais m'attarder à permettre aux personnes de mieux se connaître, de mieux connaître leurs envies, leurs exigences vis-à-vis de l'emploi. Et de cette meilleure connaissance qu'ils vont avoir, ça va être de pouvoir faire des choix vers des métiers qui leur sont, dont ils ont une forme de sensibilité. Et puis qui sont aussi en adéquation avec notre territoire. Parce que c'est ça aussi, hein, on peut avoir des rêves, mais parfois pas du tout en adéquation avec le marché de l'emploi. Donc voilà en quoi se résume mon travail au sein des Jardins. D'accord. Donc vous avez la double casquette en fait, professionnelle, associative, la chance que vous avez peut-être de la stabilité pour l'offrir du coup à vos bénéficiaires. Tout à fait. Ok. Bon Jean-Paul, du coup à vous. Moi Jean-Paul Buchier, donc jeune retraité, dans le monde professionnel j'étais plutôt côté des énergies. Et j'étais un conso-acteur, c'est-à-dire toute ma vie depuis tout petit, je suis dans les associations. Alors je ne suis pas dans les associations solidaires, j'étais pas dans ces associations, j'étais plutôt dans des associations sportives. Donc pourquoi je dis conso-acteur, c'est-à-dire que je venais consommer ma passion qui était le sport au sein d'une association où il y avait des bénévoles, où il y avait un conseil d'administration qui gérait toute cette problématique technique pour qu'on puisse accomplir nos désirs. Et derrière, je m'étais toujours dit à la fin de ma vie professionnelle qu'il faudra que je redonne tout ce qu'on m'a donné. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que j'aille voir de l'autre côté de ce qui se passe dans l'association. C'est pour ça que je suis rentré au Jardin de Cocagne. Pourquoi je suis rentré au Jardin de Cocagne? Parce qu'il y a 2 choses, il y a 2 mots. Il y avait effectivement la précarité, il y avait la solidarité et il y avait l'insertion. C'est des mots dans le monde professionnel que je connaissais, mais je ne voulais les côtoyer de plus près. Donc je suis rentré comme administrateur au sein des Jardins de Cocagne en 2019 et je me suis retrouvé donc président de l'association en mai 2021. Donc voilà l'objet, c'est-à-dire j'ai voulu vraiment donner de mon temps maintenant que j'avais plus le temps pour aller dans l'énergie. J'étais dans le monde de l'énergie, je passe dans l'énergie solidaire, dans l'énergie insertion et l'énergie précarité. Donner de mon temps, c'est ça qu'il faut bien retenir. Un bénévole, il est là pour donner son temps pour les autres. Et en tant que président, en plus, c'est une énorme responsabilité, c'est une casquette... Vous l'avez été tout de suite? Enfin, comment ça s'est passé un peu le cheminement? Non, alors je suis président, mais je ne suis pas tout seul. Il y a un conseil d'administration, nous sommes 15 personnes donc, au sein du conseil. Et là, le président, il ne préside pas tout seul, c'est collégial, c'est-à-dire c'est une réflexion
collégiale. Effectivement, quand il y a la parole à porter, comme aujourd'hui, ben, c'est le président qui la porte. Mais je ne suis pas tout seul, loin de là. Je ne me sens pas seul. Il y a une équipe d'administrateurs qui fonctionne très très bien, je vous dis environ 15. On a une équipe de permanents dont fait partie Sandrine, qui travaille très très bien, qui sont là aussi au service des salariés en insertion que chez nous, dans l'association des jardins de Cocagne, on appelle les jardiniers. C'est un terme qui est nettement moins vulgaire que le salarié en insertion. Donc c'est toute une équipe. Là, je ne représente aujourd'hui que le conseil d'administration. On aurait pu venir tous, mais bon, ça fait un peu nombreux. Mais voilà, je ne suis pas tout seul. C'est vraiment les administrateurs, l'équipe. Et là, on est là pour bosser ensemble. Comme dirait l'ancien président Alain Sèvres, on est sur le bateau et on rame tous dans le même sens. Et quel effort justement à produire justement pour de la solidarité, surtout sur le secteur de la précarité. Du coup, en quelques chiffres, combien vous avez de bénéficiaires qui sont du coup des jardiniers? Et puis en termes d'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure, ça dure combien de temps en fait un passage de jardinier au sein de la structure? Alors, si on va reprendre les chiffres de 2021, nous, on a accueilli au sein des jardins 67 salariés en CDDI, en contrat à durée déterminée d'insertion. Dans ces 67 salariés, ça représente à peu près 48% de bénéficiaires du RSA. Quand on parle de précarité, voilà la mission aussi des jardins. Et puis, un parcours en moyenne au jardin, c'est à peu près 1 an. Alors, c'est une moyenne. Aujourd'hui, un CDDI, ces contrats donnent droit à la possibilité de passer 2 ans dans les structures d'insertion par l'activité économique. Nous, on va être effectivement sur des passages à 1 an parce que notre objectif, c'est vraiment de permettre aux gens, oui, certes, de poser leurs valises, de prendre le temps de se reconstruire, de prendre le temps de réflexion à un projet, de régler des difficultés sociales, mais c'est aussi de dire, il faut déjà envisager de partir des jardins. Il faut tout de suite être dans une dynamique de sortir des jardins. Donc on a des gens qui font des parcours de 18 mois, et puis on en a d'autres qui vont rester 5 mois, 9 mois. Donc voilà où en est la moyenne aujourd'hui. D'accord. Et en termes donc on l'a vu, on a rencontré 3 autres structures. Chacune de ces structures a une démarche différente pour justement toucher ces personnes-là. Alors soit elles vont passer par une assistante sociale, il y a des relais, il y a des partenariats avec d'autres associations. Vous justement, comment vous touchez cette population? Alors nous, on offre un contrat de travail. Donc nos premiers interlocuteurs vont être Pôle emploi, la mission locale, les plis, le Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est vraiment nos premiers interlocuteurs. C'est comme ça qu'on va toucher le public. Nous sommes en difficulté de recrutement aujourd'hui. Nous avons des besoins et nous ne parvenons pas à recruter, mais parce qu'il faut aussi rentrer dans un certain nombre de critères pour bénéficier de ces contrats d'insertion. Et là, donc, vous parlez de recrutement, enfin de difficultés. Les bénéficiaires, c'est compliqué d'en trouver. Et en termes de main-d'œuvre, de bénévoles au sein de la structure, il y a aussi des complications. Alors, les bénévoles, je vais plutôt laisser la parole à notre président. Effectivement, il y a 2 choses. Les bénévoles, on a des bénévoles. Et on voit, il y a eu un sursaut. Alors, est-ce que c'est lié à la pandémie qu'il y a eu? Mais il y a vraiment eu un sursaut, à tel point que nous avons eu la joie d'accueillir 8 nouveaux bénévoles. Donc, un bénévole, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient de donner son temps pour les autres. Et donc, on avait un vrai besoin de bénévoles pour accompagner justement ces jardiniers, pour combattre l'illettrisme, pour combattre le français langue étrangère, pour essayer de les aider à acquérir, parce qu'on s'aperçoit que quand on est en précarité, souvent on a un gros problème qui est la mobilité. Et effectivement, la mobilité, si aujourd'hui vous n'avez pas votre voiture dans des bassins tels que le Mâconnais, c'est pénalisant pour aller à l'emploi, parce que on n'est pas une grande ville. Donc le développement des transports urbains n'est pas aussi développé que les villes, Lyon par exemple à côté. Donc on a besoin d'avoir son permis, d'être autonome. Donc voilà, on a des gens, donc des bénévoles qui sont venus pour aider à passer le code de la route. On a des bénévoles aussi pour combattre, pour apporter des notions d'informatique. Aujourd'hui, si vous voulez postuler, peu importe dans l'entreprise, peu importe, vous le faites maintenant par l'informatique. Donc quand vous ne dominez pas un micro, c'est difficile.
Donc voilà, on a tout un tas de ces champs-là. Et on a eu la grande chance et la joie d'accueillir 8 nouveaux bénévoles en ce début d'année qui facilitent beaucoup avec Sandrine le travail en relationnel, avec ses bénévoles et Sandrine. On parle de précarité, ben, je dirais que la richesse aujourd'hui des jardins, et surtout donc celle des salariés en insertion, c'est ces bénévoles. On a effectivement là accueilli de nouveaux bénévoles qui nous permettent de préparer aux entretiens d'embauche, de travailler sur les CV. C'est vraiment toute cette diversité de compétences qui est mise au service des salariés en insertion. D'accord. Alors là, on vient de parler des bénévoles donc administratifs et en parallèle, on a des bénévoles travaux. La structure, l'association, ben, elle vit. Donc elle vit, je vois notamment les brouettes, parce que les jardiniers ils utilisent beaucoup de brouettes, de choses comme ça, ils ont toujours des besoins. Et donc ces bénévoles travaux sont là pour apporter de leur temps, pour améliorer les conditions de travail des jardiniers et de l'équipe. Donc ces bénévoles travaillent complètement en relation avec l'équipe, et c'est l'équipe qui nous fait des demandes, ben voilà, donc ils se réunissent tous les mercredis, ils sont une petite équipe de 6 de mémoire, ils se réunissent tous les mercredis, et ma foi, en lien avec l'équipe permanente, on dit bah tiens, ça serait bien que ce jour vous nous fassiez telle et telle chose, voilà, réparer les brouettes, poser des choses, des rayonnages, des choses comme ça, voilà. Et là, voilà, c'est vraiment un lien. C'est un lien entre tout le monde, c'est-à-dire le vrai lien entre le conseil d'administration, les bénévoles, l'équipe de permanents et derrière au service de qui? Des jardiniers. Je crois que ça c'est très important. Et le bénévolat permet à une structure de bien fonctionner, une association de bien fonctionner. Peut-être que quelque chose qu'on n'a pas rappelé, c'est l'objet en fait véritable de la structure. Les jardins de Cocagne, qu'est-ce que c'est? Et puis, quelle est l'activité en fait? Comment justement vous arrivez à relancer, réinsérer une population précaire qui a décroché peut-être? Quel type de population vous avez et quelles sont justement vos solutions pour on va dire, les réinsérer dans la société? Moi, je vais vous parler déjà de l'association, ce que c'est que l'association, et après je laisserai effectivement Sandrine vous parler plus du volet donc, auprès des jardiniers. Ben, l'association, c'est un atelier de chantier d'insertion. On s'appelle les Jardins de Cocagne parce que nous avons adhéré au réseau Cocagne. Donc le réseau Cocagne, c'est un réseau national qui a environ 110 jardins de Cocagne. Ils ne s'appellent pas tous jardins de Cocagne, donc on est adhérent au réseau de Cocagne. Et donc les Jardins de Cocagne, cette structure, c'est un atelier de chantier d'insertion dont l'activité économique est le maraîchage biologique. Donc nos jardiniers, quand ils intègrent, donc ils ont toute la partie purement projet professionnel en lien avec Sandrine et l'équipe. Et nous, derrière, on produit des légumes. On produit pour l'année 2021 106 tonnes de légumes. Vous doutez bien que ces 106 tonnes, et ben, une fois qu'ils sont produits, il faut qu'on les puisse à minima les commercialiser. Donc nous avons des familles adhérentes au jardin qui viennent récupérer une fois par semaine leur panier. Voilà, donc ça nous permet d'épuiser une grosse partie de notre production. Lorsqu'on a des surplus, et on a des surplus, à partir de là, ces légumes ne sont pas jetés, ils sont transformés en soupe, en gazpacho, en coulis de tomates, etc. On voit encore beaucoup de choses. Donc là, après, on peut les vendre. Nous avons aussi des partenaires. Les partenaires, c'est des restaurateurs locaux qui sont adhérents au jardin, qui viennent récupérer leurs légumes pour derrière faire leur repas. Nous avons aussi des locavores, des ruches qui disent oui, donc qui viennent prendre, on leur vend des légumes qui eux font leur panier pour leurs adhérents locaux. Nous avons un restaurant scolaire qui vient s'approvisionner chez nous en légumes. Nous avons une cantine, une colonie de vacances l'été qui vient aussi récupérer des légumes au sein de la structure. Et c'est des légumes bio, donc ça fait que les petits colons, c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs, les colons puissent manger quand même comme il faut, convenablement. Donc voilà, on a tout un tas de ce réseau qui fonctionne et qui est effectivement l'association, vous produisez, mais derrière il faut commercialiser pour équilibrer les comptes. C'est ça le gros enjeu que nous avons. Donc c'est pour ça que nous sommes en recherche de bénévoles pour aider Sandrine et l'équipe pour le mieux vivre des jardiniers. Et aussi, nous avons un besoin de recherche de nouveaux adhérents, toujours, parce que les adhérents, suivant mutation, etc., ça vient, ça part. Donc toujours, on est en recherche d'adhérents pour qu'on équilibre la structure. Voilà, pour mon côté à moi, et Sandrine.
Alors moi je vais revenir du coup effectivement sur l'activité maraîchage, c'est notre support d'activité. Ça veut dire que venir travailler au jardin pour ces jardiniers, on ne leur demande pas des connaissances ou des compétences en maraîchage. Oui, parce qu'à la base ils ne sont sûrement pas du milieu, quoi. Exactement. Et puis que ce n'est peut-être pas leur projet professionnel par la suite, mais on va utiliser l'activité maraîchage pour travailler tout ce qui est savoir-être. Je me présente le matin à l'heure, j'apprends à retravailler avec d'autres, j'écoute mon encadrant technique et je respecte une consigne, etc. etc. Tout, des savoir-être que l'on retrouve dans tout type d'entreprise aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important et c'est ce sur quoi les encadrants techniques travaillent principalement sur le terrain. Et puis, cette activité maraîchage, effectivement, il y a la vente, il y a la livraison, il y a la préparation de panier, donc elle est très très développée. Et venir travailler au jardin, c'est pas dire tiens, je fais que du désherbage, je fais que du semis, que de la plantation. Non, je vais pouvoir tourner sur un certain nombre de postes et aussi acquérir des compétences. Des compétences que j'utiliserai peut-être dans un projet directement ou pas du tout. Mais j'aurai repris confiance en moi. Je sais que je suis capable d'eux et je peux affronter de nouveau le marché de l'emploi. Complètement. Mais c'est ça, c'est bien. Vous avez une offre en fait qui est vraiment globale. C'est vrai que ça apporte du savoir-faire, ça redonne peut-être un équilibre. Et justement, on l'a vu, il y a divers profils sûrement que vous devez côtoyer. Est-ce que vous avez des personnes qui étaient dans une situation professionnelle et qui justement ont peut-être tout perdu, qui ont mis du temps à se reconstruire? Est-ce que vous avez peut-être des personnes qui sont réfugiées? Enfin, justement, cette population, est-ce qu'elle est diversifiée ou justement vous avez quand même des jardiniers qui ont des profils plutôt communs? Ah non, c'est d'ailleurs de nouveau, je dirais, ce qui fait encore la richesse des jardins, c'est cette diversité de populations que nous avons. Nous avons aussi bien des personnes étrangères que d'autres cultures, des personnes qui ne maîtrisent pas correctement la langue, d'autres qui vont être plus en difficulté avec l'écrit, des personnes qui ont des niveaux d'études qui sont des niveaux supérieurs au baccalauréat. Mais on a des accidents de vie. Qui font que parfois, effectivement, comme on l'a vu dans le reportage, c'est-à-dire que la précarité, elle peut demain toucher tout le monde, n'importe qui, quel que soit le milieu dont on vient. Et au jardin, on arrive avec ses valises et puis on les pose et on essaye de se reconstruire, de reprendre confiance, de reprendre du rythme et d'aller vers l'avant. Ça, c'est vraiment le travail de toute l'équipe de permanent parce que moi, je rejoins vraiment notre président. Nous avons des valeurs communes et nous œuvrons tous dans le même sens. C'est permettre aux personnes que nous accueillons en contrat d'aller vers de l'emploi durable et de sortir effectivement de leur précarité. Chose aussi très importante, et en plus, les jardins, on n'est pas fermés sur nous-mêmes. On est une entreprise, telle que vous l'a dit Sandrine, on est une vraie entreprise. On apporte du savoir-être, on apporte du savoir-faire. On leur inculque aussi des notions de gestes et postures, c'est-à-dire que voilà, je dois protéger mon corps lorsque je travaille, etc. Et en parallèle de tout ça, nous avons lié des partenariats avec des entreprises locales qui permettent à nos jardiniers d'aller dans des stages, des micro-stages dans ces entreprises et qui permet surtout de valider les acquis de savoir-être, de savoir-faire transférables dans n'importe quelle entreprise. Peu importe, là, effectivement, l'activité, c'est du maraîchage, mais il y en a certainement peu des jardiniers qui passent ici qui demain seront maraîchers, ou un peu des produits dérivés, qui va au niveau de la viticulture, qui peut aller au niveau de l'horticulture, etc. Mais la plupart, ils vont dans le monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise, c'est tout le monde de l'entreprise. Donc c'est pour ça, c'est une vraie volonté que nous avons, nous, associations, tous, effectivement, les administrateurs et l'équipe, de pouvoir aider ces jardiniers à trouver autre chose. Et c'est notre but ultime. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus satisfaisant d'entendre Sandrine quand elle vient nous voir, dire bah, ça y est, j'ai une personne, je lui ai retrouvé un emploi. Enfin, elle a retrouvé un emploi. Elle a retrouvé un emploi. Et ça, quelque part, c'est très important parce que ça fait plaisir à toute l'équipe. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, ses fruits. Il est sain, il est bien et c'est au service des autres.
C'est ça la clé. Et puis peut-être quelque chose qu'on n'a pas rappelé, mais on l'a bien senti, il y a de la polyvalence en fait sur les missions que vous proposez, et c'est ça en fait qui apporte de la richesse aux différents jardiniers, c'est-à-dire que plus tard, effectivement, ils pourront devenir, voilà, ils ont connu aussi ce que c'était peut-être de se lever tôt le matin, d'être en extérieur, etc. Ça peut être un impact positif comme négatif, ils vont faire un tri professionnel sur la suite qui sera un tremplin. Et justement, en parlant de tremplin, on a un taux de réussite de combien au sein de... Et bien sûr, 2021, on est à un peu plus de 60% de retour vers l'emploi. Okay. Retour vers l'emploi, alors quand on dit sortie positive, c'est accès à l'emploi, accès à une formation qualifiante, parce que ça passe aussi par là, hein, l'accès à l'emploi pérenne. Et puis surtout, cette année, enfin l'année 2021 particulièrement, nous avons quand même 39% de retour vers l'emploi durable, c'est-à-dire au-delà de 6 mois de contrat de travail. Et ça, c'est un chiffre que nous n'avions pas depuis longtemps. C'est vraiment ces 39% de retour vers l'emploi durable qui sont importants aujourd'hui. Et c'est quoi la recette? C'est quoi la motivation du coup? La motivation, c'est les gens qui l'ont. Je dirais que c'est les salariés en insertion qui font leur propre parcours, qui se saisissent de l'opportunité qui leur est faite de venir travailler au jardin, de l'accompagnement, de l'encadrement, et qui se disent « oui, j'ai une chance et je la prends et j'y vais et j'avance ». Je pense que c'est ça, et puis cette dynamique de l'ensemble de l'équipe en fait aussi. Vraiment, c'est quand je dis tout à l'heure, on œuvre tous avec des valeurs communes, c'est vraiment cette dynamique que nous avons. On ne retient pas les salariés au sein des jardins, on va effectivement les amener vers l'extérieur par des stages, par de la formation, par de la formation individuelle, par de la formation collective, et toute cette dynamique qui se maintient, elle permet aux gens de reprendre de la confiance, de se réassurer pour se lancer de nouveau. J'aime beaucoup les termes employés par Sandrine, et je crois qu'effectivement, on est là, quand ils arrivent au sein de la structure, on les stimule pour trouver un projet. Ça, c'est très important. Vous venez pas au jardin parce que vous venez au jardin, il faut trouver, on les stimule énormément pour qu'ils trouvent un projet. Alors c'est bien d'avoir un projet, c'est bien d'avoir une ligne conductrice, c'est très important. Parce que là, j'ai un but, je veux atteindre ce but. Après, je dis toujours, attention, il ne faut pas avoir qu'un but, il faut avoir une petite porte de sortie, parce que tout le monde, je dis, voilà, si tout le monde veut être routier, tout le monde ne sera pas routier. Donc, effectivement, il faut avoir cette porte de sortie. Et c'est ça, vraiment, l'important, c'est l'action que mène l'équipe, c'est-à-dire les stimuler pour trouver un projet pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'ai perdu le fil de ce que je voulais annoncer. et ensuite, il y a encore aussi très très important, je ne vais pas retrouver, mais ça va revenir. Mais je suis sûr que ça va revenir. Tout à fait, moi je ce sera un autre point. Du coup, on va peut-être réamorcer les choses sur la... Ah, c'est revenu. Allez, c'est reparti. Là, vous avez demandé à Sandrine les objectifs et le taux de réussite. Faut savoir que nous avons des objectifs avec les pouvoirs publics, parce que vous tenez bien que les pouvoirs publics nous aident financièrement pour pouvoir accueillir ces jardiniers. Mais derrière, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on vous attribue de l'argent pour pouvoir travailler et réinsérer toute cette population, mais attention, derrière, il faut que vous ayez des résultats. Il faut rendre compte. Donc, on a des challenges, on a des objectifs, et on peut se féliciter, c'est qu'en 2021, on a réussi à atteindre ces objectifs. Et ça, c'est vraiment, c'est très riche. C'est très riche. Et c'est une satisfaction pour l'ensemble de l'association. On voit qu'en fait, c'est un rouage aussi important dans une société, parce que, est-ce qu'il y a un équivalent, à part une association, je pense à Habitat Humanisme par exemple aussi, qui vient apporter une aide au logement d'urgence, que ce soit pour des personnes âgées, que ce soit pour des personnes qui sont vraiment en situation critique, des femmes seules, qui doivent assumer en fait de se réinsérer, etc. C'est assez compliqué. Vous êtes vraiment entre, on va dire, l'administration supérieure et puis, on va dire, le monde du travail, pour justement les réinjecter complètement, quoi. Sans association, au final, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de possible. Justement, alors si on avait une société sans association, ce serait comment, à votre avis? Enfin, quel rouage serait possible? On serait tous justement livrés à nous-mêmes?
Chaque association a son utilité. Effectivement, ce que vous nommez humanisme, logement humaniste, c'est pour le logement. Nous, on est vraiment l'association liée au travail. Donc, chaque association a sa place dans la société. Et effectivement, je pense que dans notre beau pays, si le jour on n'a plus d'association, il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler. Et là, d'où l'importance qu'on a à apporter à toutes ces associations et tous les bénévoles qui peuvent venir aider ces associations. Et ça, pour moi, c'est primordial. Je dirais que l'association, c'est pas de la richesse personnelle, c'est de la richesse à destination de l'autre et de la richesse collective. Si on avait de tout dans le monde de l'entreprise, on perdrait cette essence. Ça, c'est très très important. Surtout qu'en plus, ça vous apporte beaucoup humainement, quoi. C'est ce qui vous enrichit maintenant, c'est aussi de vous lever le matin pour une bonne cause. Voilà, une bonne cause, et puis vous y allez avec le sourire. Vous savez que vous avez un impact positif, en fait, sur des personnes, et puis sur la société en général. Et du coup, je vais vous proposer de conclure, justement, sur les projets futurs pour la structure. Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous avez accompli peut-être déjà en début 2022? Alors, les projets futurs pour notre association, il y a un projet phare, c'est agrandir les bâtiments. Nous sommes sur des terrains et des bâtiments appartenant à la ville de Mâcon. Le déménagement s'est fait sur la structure actuelle en 2011. Et les bâtiments avaient été faits en relation avec l'équipe de l'époque, etc. Sauf que cette association, depuis avril 1997, a beaucoup travaillé, a beaucoup augmenté. La production de légumes, c'est exponentiel. Donc, de ce fait-là, plus vous produisez, il faut obtenir, et on a la confiance des pouvoirs publics pour nous apporter donc des aides financières pour prendre en charge des salariés en insertion. Ça augmente aussi, vu les résultats de chaque année, ça augmente. Donc à un moment donné, la structure, il a fallu l'augmenter. L'équipe de permanents, elle est passée à 10. Et aujourd'hui, 10 personnes dans 4 bureaux, donc ils sont un petit peu les uns sur les autres. Donc nous avons travaillé avec la ville de Mâcon, et j'espère bien que d'ici la fin 2022, on va pouvoir inaugurer l'extension des bâtiments. Donc qui dit extension des bâtiments, pour la partie administrative, pour que justement notre équipe de permanents puisse travailler mieux et puis bien respecter chaque pôle, chaque endroit, enfin chaque place, et agrandir aussi le bâtiment production, puisque on produit des légumes, on ne les ramasse pas et on ne les met pas dans les paniers pour qu'ils partent. Il faut les nettoyer, il y a tout un tas de choses, il faut les préparer. Donc on est un petit peu à l'étroit. Donc ça, c'est un des grands projets 2022 pour la structure, mais après le projet il continue, c'est-à-dire que si on peut encore augmenter notre taux de réussite, ça en sera encore meilleur. Donc tout le temps, le but, chaque an, c'est de bien regarder ce qui s'est passé dans le rétroviseur, mais se projeter devant, derrière, et puis trouver des nouveaux débouchés. Également trouver des nouveaux débouchés, se mettre à l'heure du consommateur d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on est en train de réfléchir pour faire une vraie boutique, un vrai magasin pour accueillir nos adhérents, pour qu'il y ait vraiment de la convivialité. On réfléchit pour faire un drive. On est plein d'idées. De toute manière, ne vous inquiétez pas, un bénévole, il a plein d'idées. Un conseil d'administration, notre conseil d'administration a plein d'idées, et on va y aller. Voilà. Tout en prenant les choses les unes après les autres, avancer. Mon grand-père disait toujours, les vaches, il faut bien les faire avancer toutes en même temps. Il ne faut pas en tout le monde qu'il y en a une qui part toute seule. Petite ça, c'est pas obligé. C'est vrai, Sandrine? Si vous le dites. Avec les vaches. Moi aussi. Mais l'image est bonne. Où on met pas les charrues avant les bœufs, c'est ça? Voilà, non, là je vous ai perdu. Mais effectivement, pour revenir, là on voit la production du légume est liée aux conditions climatiques. 2021 est une année très difficile. Et vraiment, l'équipe de nos maraîchers, dans l'équipe permanente, nous avons une équipe de maraîchers, ils sont 4. Donc qui encadrent effectivement les jardiniers sur le terrain. Quand il faut ressemer des carottes, des panais, et encore 4 fois dû aux conditions, il faut vraiment avoir une vraie volonté de travailler pour l'association, ça c'est sûr. Très difficile. Mais en même temps, c'est les fondamentaux
de la vie, quoi. Je veux dire, savoir faire pousser quelque chose, se servir de ses mains. Donc quelque part, ça apporte énormément, je pense, de richesse professionnelle et humaine en termes de compétences. Donc c'est pas à négliger, quoi. Au moins, on sait faire la base, et ce qui manque parfois à certains aujourd'hui. Bon, ben super. Peut-être un dernier petit mot aussi, c'est comment vous trouvez, soit je suis un bénévole ou je suis une personne en difficulté, comment du coup vous rencontrez, vous contactez, quelles sont les démarches à faire? C'est le réseau. Enfin, pour ce qui est des bénévolats, trouver des nouveaux bénévoles, c'est le réseau. C'est, je discute, je dis tiens, en fait, j'ai une super association, est-ce que ça t'intéresserait pas de t'investir? Voilà. C'est le tissu, c'est le réseau local. Voilà. Et puis, si les personnes ont envie de venir tenter l'aventure et de venir travailler au jardin, je dirais rapprochez-vous de vos prescripteurs habituels, Pôle emploi, Mission locale, le PLUE, Cap emploi, l'assistance sociale de secteur. Et puis s'il n'y a vraiment personne de cet entourage, adressez-vous directement au jardin. Voilà, ils peuvent venir. Super. Bon, merci beaucoup à vous deux d'avoir parlé avec nous de ce sujet délicat, tabou, on l'a vu en plus sur la précarité. Je remercie du coup Maëva Da Silva au montage, Philippe Mondange à la rédaction, Robin Lambre pour les illustrations et puis Amandine Bouilleux pour la voix off. Merci beaucoup. Merci.